Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un écrivain américain, un journaliste, un aventurier, un correspondant de guerre captivant, Ernest Hemingway. Il est né en 1899 à Oak Park, dans l'Illinois, aux États-Unis, et il est mort en 1861 à Ketchum, dans l'Idaho. Son style d'écriture est caractérisé par l'économie, par la litote, atténuation, qui révèle une idée plus forte. C'est une sorte de retenue qui donne plus de force au discours. Ce style propre à Hemingway va influencer toute la littérature du XXe siècle, comme l'a fait aussi sa vie d'aventurier et puis l'image publique qu'il entretenait. Il a écrit la plupart de ses œuvres dans les années 1920 à 1950. Sa carrière va atteindre son point culminant en 1954 lorsqu'il obtient le prix Nobel de littérature. Ses romans ont obtenu un grand succès auprès du public et plusieurs de ses œuvres sont maintenant devenues des grands classiques de la littérature américaine. Concernant son enfance, Hemingway grandit dans cette ville conservatrice de Oak Park. Il est le fils de Clarence Hemingway, un dentiste, et de Grace Hall, une musicienne dont le père était un grossiste de coutellerie relativement aisé. Il est également le deuxième enfant d'une fratrie de 6. Ses deux parents ont reçu une bonne éducation et ils sont relativement respectés dans leur communauté. À leur mariage, ils déménagent avec le père de Grace, Ernest Hall. C'est la raison pour laquelle ils ont appelé leur premier fils Ernest. Hemingway disait ne pas aimer son prénom, qu'il associait au héros naïf, voire fou, de la pièce de Oscar Wilde, l'important d'être constant. Alors la maison que vous voyez derrière moi, c'est celle qui compose 7 chambres de la famille, qui contenait un studio de musique pour Grace et ainsi qu'un cabinet dentaire pour Clarence. Cette maison, évidemment, se visite aujourd'hui. C'est une maison musée. La mère de Ernest donnait souvent des concerts et elle voulait absolument enseigner la musique à son fils, mais son insistance à lui apprendre à jouer le violoncelle est devenue véritablement une source de conflit avec Ernest, bien que plus tard il ait admis que les leçons de musique lui ont été utiles pour son travail d'écriture. Il est important de noter également que la famille possédait une résidence d'été qui s'appelait Windermere sur les rives du lac Walloon, près de Detroit, dans le Michigan. C'était la nature à l'époque. Cette région était habitée par les Indiens Ojibwés. C'est là qu'Ernest apprend avec son père à chasser, à pêcher et à camper dans les bois. Il lui offre son premier fusil de chasse pour son 10e anniversaire. Ses premières expériences dans la nature vont lui inculquer une véritable passion de la vie en plein air et aussi des régions éloignées et isolées. À partir de 1913, Ernest étudie à la High School de Oak Park et il y découvre Shakespeare, Dickens, Stevenson. Il participe également activement aux revues littéraires de son école avec ses premières histoires et ses premiers poèmes. Au moment où il obtient son diplôme, il renonce à suivre des études supérieures pour devenir journaliste au Kansas City Star, sous l'influence bienveillante de son oncle paternel. C'est alors qu'arrive la Première Guerre mondiale. Ernest veut y participer lorsque les États-Unis rentrent en guerre en avril 1917, mais son incorporation est refusée à cause d'un œil défaillant. Malgré tout, un an plus tard, en avril 1918, il parvient à incorporer la Croix-Rouge italienne. On l'envoie au front comme ambulancier. En juillet 1918, de nuit, près de Fossalta di Piave, alors qu'il apporte du chocolat et des cigarettes aux soldats, eh bien, il est atteint d'un tir de mortier qui le blesse aux jambes, qui tue un de ses camarades et qui en blesse grièvement 2 autres. Il tente alors de ramener un de ses camarades vers l'arrière et il est de nouveau blessé par un tir de mitrailleuse. Il parvient à un poste de secours avant de s'évanouir. Il va suivre une convalescence de 3 mois dans un hôpital de Milan et c'est là qu'il s'éprend d'une infirmière, Agnès von Kurowski, qui est de 8 ans son aînée et qui va lui inspirer le personnage de Catherine Barclay dans L'adieu aux armes. À sa sortie de l'hôpital,
il s'engage dans l'armée italienne. L'Adieu aux armes, A Farewell to Arms, sortira en 1929. C'est un roman d'inspiration autobiographique. Il y relate l'histoire d'amour tragique entre Frederick Henry, un ambulancier américain engagé dans l'armée italienne, et Catherine Barclay, une infirmière anglaise. Dans un style froid et laconique, une façon de s'exprimer sèche et brève, il dépeint une guerre plutôt futile, destructrice. Il décrit aussi le cynisme des soldats. Après sa convalescence, Frederick Henry retourne à son unité, où il voit que le moral a beaucoup baissé, et peu après la bataille de Caporetto, les Autrichiens arrivent à percer la ligne italienne et c'est une grande débâcle. Les troupes italiennes tentent de s'échapper, de refluer. Il y a cette scène également où il va réussir à s'échapper d'un simulacre de justice, puisqu'on veut supprimer tous les officiers que l'on considère responsables de la défaite. Henri plonge dans une rivière et il va marcher pendant plusieurs jours et finalement il arrive à sauter dans un train, se cacher sous une bâche et rejoindre Milan. Il va aussi retrouver Catherine à Stresa. Il est prévenu qu'il va être arrêté le lendemain matin comme déserteur. Les deux amoureux fuient à la rame. Ils mènent une vie heureuse et paisible à Montreux en Suisse avant de regagner Lausanne puisque Catherine est enceinte, mais l'enfant est mort-né et Catherine décède des suites d'une hémorragie. À travers cette œuvre phare, Hemingway veut décrire sa perception de la guerre, mais aussi de l'amour. Il s'agit de décrire la brutalité absurde et le chaos de la guerre. La scène de la retraite de l'armée italienne est considérée comme l'une des plus puissantes évocations de guerre dans la littérature américaine. Et pourtant, Hemingway ne condamne pas la guerre. Ce n'est pas l'œuvre d'un pacifiste. La guerre est au contraire décrite comme un moment inévitable dans un monde tout simplement cruel et absurde. Il s'agit uniquement du prolongement d'un monde dans lequel l'amour est vulnérable et désarmé. À la fin du roman, Frédéric se rend compte qu'il est pris au piège dans un destin auquel il croyait avoir échappé. C'est donc une œuvre très pessimiste. D'ailleurs, le titre anglais, A Farewell to Arms, a un double sens parce qu'il signifie à la fois un adieu aux armes, c'est-à-dire la guerre, et un adieu aux bras, les bras de l'amour. Cette histoire est magnifiquement mise en scène dans le film américain Le Temps d'aimer, In Love and War, de 1997 avec Sandra Bullock. En 1921, Ernest est journaliste dans la guerre gréco-turque et il va témoigner de la violence de l'affrontement à Inonu en Anatolie. L'époque qui suit est beaucoup plus joyeuse. En 1922, Hemingway épouse Hadley Richardson. C'est la première de ses 4 épouses et le couple s'installe à Paris. Pour les amateurs de visites historiques, c'est au 3e étage du 74 rue du Cardinal Lemoine dans le quartier latin. Il travaille comme correspondant étranger pour le Toronto Star et il voyage régulièrement entre Paris, Toronto et Chicago. Une anecdote veut qu'il aide ainsi la vente américaine du roman Ulysse de James Joyce en passant aux frontières librement, un volume à la fois, pendant à peu près 12 mois. Ernest Hemingway revient du front italien, turc également. Il a beaucoup de mal à se réadapter. Il passe beaucoup de temps à écrire. Il est réputé, comme je vous l'ai dit, pour ses récits très concentrés, au style dépouillé et laconique, à témoigner de son expérience, de la vie et de la mort. Mais heureusement, Paris lui donne une nouvelle inspiration. Il fréquente la librairie Shakespeare and Company. Il fait connaissance de Gertrude Stein, la papesse du modernisme, qui a été son mentor avant de se brouiller avec lui. Elle lui fait rencontrer les peintres Pablo Picasso, Juan Miro, Juan Gris, ainsi que les expatriés américains qu'elle baptise la Lost Generation, la fameuse génération perdue. Il rencontre ainsi Scott Fitzgerald au Dingo Bar, 2 semaines après la publication de son Gatsby le Magnifique. Il faut s'imaginer ce tourbillon de vie nocturne et de rencontres avec James Joyce, Ezra Pound, John Dos Passos, Steinbeck, William Faulkner,
Isadora Duncan, Henry Miller, Aldous Huxley, Blaise Cendrars et bien d'autres comme Malcolm Cromwell, Sherwood Anderson, Waldo Pierce, etc. Il sort en 1926 son premier roman, Le Soleil se lève aussi. C'est un best-seller qui lui permet de s'imposer rapidement sur la scène littéraire. Le thème principal du roman est déjà la génération perdue. Des jeunes désaxés évoluent dans un monde perdu et absurde. Ils sont incapables de meubler le vide de leur vie. C'est donc à Paris que s'opère un changement. On passe d'un désenchantement des premiers romans de Hemingway pour progressivement oublier l'horreur de la guerre. Hemingway s'adonne à deux divertissements, les courses de chevaux et la chasse. C'est le moment où Ernest Hemingway vit ce qu'il va écrire et qui sera publié plus tard dans Paris est une fête, A Movable Feast, qui sortira en 1964, un récit autobiographique à titre posthume. Hemingway retrouve des notes qu'il avait oubliées en 1928 dans une malle Vuitton qu'il avait laissée à l'hôtel Ritz de Paris. Il retravaille le texte. L'auteur y témoigne de ses premières années d'écrivain désargenté à Paris dans les années 1920. C'est un jeune journaliste. Il abandonne son travail pour essayer de vivre de son écriture. Il arrive avec sa charmante épouse. Le couple vit d'amour et de vin frais. Hemingway élargit très vite ce cadre aux allures de conte bleu. Rapidement, les personnages et les personnalités apparaissent. En tête, la collectionneuse Gertrude Stein, qui tâche de régner en prophétesse des destinées artistiques sur le petit monde de la bohème des écrivains américains de Paris. Il y parle de l'écrivain américain Scott Fitzgerald, fou et charmant à la fois, qui d'ailleurs entraîne le narrateur dans un aller-retour pour Lyon avec des rebondissements vraiment étonnants. C'est un livre qui déborde d'amour pour la ville de Paris. C'est également, au-delà d'une magnifique histoire d'amour, c'est un récit de Paris qui nous intéresse, nous Français particulièrement, avec de nombreux lieux cités. La rue Mouffetard, où Hemingway fréquenta le café des amateurs. Il prétend même avoir résidé dans l'immeuble où est mort Paul Verlaine. La rue Notre-Dame-des-Champs, le Dingo Bar dans la rue de l'Ambre, le café-restaurant La Closerie des Lilas, le café-restaurant Les Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés, bien sûr les bouquinistes qui longent la Seine, Shakespeare and Company, la librairie de Sylvia Beach, le restaurant chez Michaud au 29 rue des Saints-Pères, qui est aujourd'hui le comptoir des Saints-Pères, la brasserie Lip, boulevard Saint-Germain, également le Veldiv et la fameuse lumière fumeuse des 6 jours de Paris. Alors Woody Allen, le metteur en scène, s'est inspiré de ce livre pour son film Minuit à Paris, Midnight in Paris, sorti en 2011. Puis s'ensuit une période que l'on peut caractériser d'individualisme avant un certain engagement qui, géographiquement, va se situer essentiellement à Key West, au sud de la Floride, aux États-Unis, et également à Cuba, à La Havane. Hemingway se marie avec Pauline Pfeiffer, journaliste à Vogue Magazine. Il s'installe à Key West, en Floride, en 1928. Il visite souvent Cuba, où il acquérera une villa, Finca La Virria, que l'on peut visiter aujourd'hui, ainsi qu'un yacht de pêche, le Pilar, qui signifie pilier en espagnol. Durant cette période, il est complètement détaché du contexte social et géopolitique. Il passe le plus clair de son temps à pêcher l'espadon et à s'informer sur l'actualité, mais uniquement sportive et littéraire. Il va se rendre compte qu'on ne peut vivre éternellement en retrait des autres, ce qui lui inspire un roman qui sortira en 1937, En avoir ou pas. Harry Morgan, faute d'argent pour nourrir les siens, se lance dans toutes sortes d'aventures auxquelles il finit par succomber. C'est un fidèle représentant de l'individualisme américain et il ne se rend compte que trop tard qu'un homme seul est, comme il dit, foutu d'avance. C'est surtout cette période qui va lui inspirer son roman Le vieil homme et la mer, The Old Man and the Sea,
qui sortira en 1952. Cet ouvrage lui valut le double honneur du prix Pulitzer en 1953, mais également du prix Nobel de littérature en 1954, qui couronne bien sûr l'ensemble de son œuvre. Le vieil homme et la mer décrit le combat épique entre un vieil homme pauvre, un pêcheur expérimenté, et un gigantesque marlin, une sorte d'espadon énorme, la plus belle prise de sa vie. Le roman se déroule dans un petit port de Cuba et il met en scène deux personnages principaux, Santiago, le vieux pêcheur, et Manolin, un jeune garçon plutôt tendre. Les parents de Manolin ne veulent pas que leur fils embarque sur son bateau, mais le jeune garçon reste attaché au vieil homme et le rejoint le soir dans sa cabane pour l'aider à réparer ses filets et puis pour lui apporter à manger. Un jour, le vieil homme explique à Manolin qu'il va partir loin dans le golfe pour mettre fin à sa malchance et enfin trouver un poisson qui lui ramènera l'estime de toute la communauté des pêcheurs. Il y rencontre son adversaire, un poisson manifestement hors norme. Alors il va donner du mou pour ne pas casser la ligne, mais il est ainsi entraîné au grand large. Commence une lutte acharnée entre l'homme et le poisson qui durera 3 jours et 2 nuits. Le vieil homme n'a plus rien à boire, plus rien à manger. Il a les mains ensanglantées, douloureuses, le soleil tape. Le vieux commence à parler à son adversaire comme un ami. Il finit par le nommer mon frère. Il lui exprime son respect et ainsi ils vont lutter jusqu'au bout. Au prix d'efforts incroyables, le vieux est vainqueur. Au lieu de crier au triomphe, il va plutôt remercier Dieu pour ce combat incertain. Son orgueil n'est pas le fait d'avoir vaincu un si gros spécimen, mais plutôt d'avoir vaincu un adversaire si brave. Le poisson est si gros qu'il ne peut le hisser à bord. Il est obligé de le laisser dans l'eau en l'arrimant à la coque de la barque. Il installe la voile et met le cap sur la terre. Au bout d'une heure, arrivent des premiers requins attirés par le sang. Le vieux va tuer autant qu'il le peut de requins, mais les forces lui manquent, ils sont trop nombreux et il va assister impuissant à l'anéantissement de tant d'efforts. Il ne restera du merlin que l'arête et la tête. Santiago, le vieil homme, rentre au port épuisé, éreinté, mais il a son honneur pour lui. Il a une preuve qu'il n'est plus malchanceux et Manolin, le jeune garçon, pourra de nouveau pêcher avec lui. Quel message nous transmet ce roman? C'est l'histoire du courage humain, de la dignité, du respect et de l'amour. C'est la condition même de l'homme face à la grandeur et à la puissance de la nature. L'homme qui sait rester digne malgré sa condition et son sort. Le roman connut dès le départ un immense succès et les critiques le comparèrent même à L'Ours de William Faulkner ou encore à Moby Dick de Herman Melville. Puis vient l'épisode espagnol. Après avoir divorcé de Hadley Richardson, Hemingway épouse Pauline Pfeiffer. C'est là qu'il se rend compte qu'il ne peut indéfiniment vivre à part, seul. Il choisit de s'engager dans la guerre civile espagnole à partir de 1937. Il prend part à la guerre d'Espagne en tant que journaliste aux côtés des républicains. Il est installé à l'hôtel Florida à Madrid, comme beaucoup de ses confrères journalistes, et c'est là qu'il commence une ébauche de Pour qui sonne le glas, un roman qui le rendra encore plus célèbre. Pendant cette période, il s'éprend de Martha Gellhorn, une romancière, qui sera sa 3e épouse. Il rencontre aussi à cette occasion Malraux. À cause d'une certaine compromission avec les communistes, Edgar Hoover, le président américain, va placer Ernest sous la surveillance du FBI. En effet, sa ligne téléphonique va être placée sur écoute pendant plusieurs années. Pour qui sonne le glas, For Whom the Bell Tolls, qui sort en 1940, est fortement inspiré bien sûr de son vécu de journaliste pendant la guerre civile espagnole, mais surtout il nous en fait revivre l'ambiance. Il raconte la mission d'un jeune professeur d'université américain
qui enseigne l'espagnol. C'est Robert Jordan qui s'engage dans les brigades internationales, qui est envoyé en Castille par le général soviétique Goltz dans les jours exacts qui précèdent l'offensive de Ségovie pour faire sauter un pont. Pour y arriver, Robert Jordan rejoint un groupe de partisans antifascistes derrière les lignes, cachés dans les montagnes. Pendant 3 jours, Robert Jordan prépare son attaque, semble désespéré. Il est aidé par d'autres résistants et c'est là qu'il va rencontrer Maria, dont il tombe éperdument amoureux au premier regard et réciproquement. Maria qui a été détenue, violée et puis tondue par les nationalistes à cause des opinions politiques républicaines de son père. Nos deux amoureux sont parfaitement conscients de l'issue peu probable de la mission et ils veulent vivre malgré tout cette passion réciproque en 72 heures, comme si c'était leur vie entière. Il faut s'imaginer ces paysages recouverts de neige dans des forêts espagnoles et à l'aube, en entendant les bombardiers républicains qui larguent leurs bombes, la troupe de Robert Jordan lance l'attaque sur le pont, il le détruit et se replie avec de lourdes pertes. Robert est blessé, il est intransportable, il décide de rester en arrière pour couvrir ses amis après leur avoir fait ses adieux. L'ouvrage qui a été un succès international a pourtant été rejeté aux États-Unis pour ses arguments en faveur du communisme, mais aussi parce que il essayait de faire passer la guerre civile pour un test de courage individuel au détriment d'une action collective. Hemingway a été également critiqué à gauche, une gauche qui avait misé beaucoup sur une conversion éventuelle à leurs idées, mais qui ont été amèrement déçus par cet ouvrage, dont le caractère politique s'explique par la prééminence qu'il accorde aux actes personnels dans l'effort de guerre. Là aussi, ce magnifique ouvrage a connu une adaptation au cinéma, avec en tête d'affiche à l'époque Ingrid Bergman et Gary Cooper. Pour qui sonne le glas est, dit-on, le livre de chevet de Barack Obama. Il a été aussi celui de Fidel Castro. Survient ensuite l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, où Martha Gellhorn devient la 3e épouse de Ernest en 1940. Leur idylle ne va pas durer puisque Ernest est très mécontent des longues absences de celle-ci pour ses reportages, notamment pour couvrir le front italien. C'est la seule femme à pouvoir poser le pied sur les plages normandes le 6 juin 1944 avec les troupes américaines. De retour à Londres, elle lui annonce leur séparation. Hemingway revient en Europe vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, au moment du débarquement de Normandie, les responsables militaires le considèrent comme une cargaison précieuse, c'est-à-dire qu'ils le maintiennent dans une barge. Pourtant, Hemingway va affirmer le contraire. Peut-être a-t-il réussi à détourner l'attention et à poser le pied sur la terre des plages du débarquement. On ne le sait pas exactement. Attaché au 22e régiment d'infanterie commandé par le colonel Lahanam, il y a un épisode assez intéressant où Ernest va prendre la tête d'un petit groupe de combattants à Rambouillet, des résistants, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un capitaine d'infanterie après avoir rassemblé ces quelques hommes. Cela est tout à fait contraire aux conventions de Genève. Ernest est convoqué en conseil disciplinaire et il s'en tire en affirmant qu'il s'était simplement contenté de donner des conseils. Il réussit à avoir une entrevue avec le général Philippe de Hautecloque, c'est Leclerc, au moment où celui-ci est à la fois pressé par le général de Gaulle qui aimerait investir Paris et la hiérarchie américaine qui l'interdise parce que les États-Unis veulent rentrer les premiers à Paris. Ce fameux épisode où Hemingway se présente en tenue mi-militaire, mi-civile, et il demande à Leclerc un blindé de reconnaissance, 2 ou 3 jeeps, et puis une demi-douzaine d'hommes pour libérer, non pas Paris, mais le bar du Ritz, ce fameux bar qui aujourd'hui porte le nom de bar Hemingway. Autant vous dire que Leclerc a rapidement éjecté Hemingway en le traitant de clown. Cela n'empêche pas Ernest, le 25 août, d'être présent à la libération de Paris, puis
lors des violents combats de la forêt de Hürtgen, qu'il veut couvrir la bataille des Ardennes. Et à son arrivée, le fameux colonel Lanham l'hospitalise pour une pneumonie. Et lorsqu'il sortira de l'hôpital, une semaine plus tard, eh bien, les principaux combats seront terminés. La période qui suit est une période plutôt de fin de l'épopée de Hemingway, qui se marque géographiquement par l'Italie, l'Afrique et Cuba. En 1945, Ernest et Mary Welch se marient. Ils décident de se rendre sur la Côte d'Azur, mais ils doivent faire une escale à Gênes. Et ils en profitent pour se rendre à Venise, qu'ils ne connaissent pas. Ils descendent à l'hôtel Gritti, fréquentent le Harris Bar. C'est encore une période riche et intéressante. Hemingway est invité à une chasse au canard. Il fait la connaissance de la comtesse Adriana Ivančić, dont il tombe amoureux et qui viendra d'ailleurs le rejoindre à Cuba. Il est fatigué, il est malade, dépressif. Cette aventure avec la comtesse lui redonne une inspiration perdue. C'est là qu'il écrit « Au-delà du fleuve et sous les arbres », comme un reflet de leur idylle. C'est peu après que est publié Le vieil homme et la mer, en 1952, qui lui vaut le prix Pulitzer en 1953. Hemingway et sa quatrième épouse Mary participent alors à un safari en Afrique. Le destin est incroyable. Ils vont survivre à 2 accidents d'avion. En Ouganda, leur appareil s'écrase dans la jungle, près des chutes de Murchison. Puis, l'avion de secours dans lequel ils montent le lendemain prend feu au décollage et doit se poser en catastrophe. Les 2 accidents laissent Ernest perclus de douleur. Aussi, il a subi des brûlures avec l'incendie. Il sera en mauvaise santé jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi, lorsqu'il obtient le prix Nobel de littérature en 1954, il ne pourra pas s'y rendre lui-même. De quoi parle son roman Les neiges du Kilimandjaro, The Snows of Kilimanjaro, qui sort en 1961. En Afrique, pendant un safari, un écrivain nommé Harry souffre d'une sévère infection à la suite d'une banale éraflure. Si le point sur sa vie conjugale, une vie plutôt décevante et sur sa carrière d'écrivain. Peu à peu, il va glisser dans le délire qui est un prélude à la mort. Enfin, la dernière grande étape, on peut dire, de la vie, c'est logiquement la mort de Ernest. En 1959, il quitte Cuba et il doit revenir aux États-Unis, parce qu'il ne se porte pas bien, ni physiquement, ni mentalement. Physiquement, il souffre d'hypertension, il sombre dans la cécité à cause d'un diabète, tout en souffrant d'une cirrhose. Les deux sont bien sûr liés à ses excès d'alcool. Mentalement, eh bien, il est touché par un trouble bipolaire qu'il subit en réalité tout au long de sa vie. Il présente un caractère paranoïaque, peut-être lié à un début d'Alzheimer, mais en tous les cas, il y a une atrophie du cerveau. Son médecin l'envoie se faire soigner dans une clinique du Minnesota, où il est traité par électrochoc. Il revient chez lui à Ketchum dans l'Idaho. 2 jours après, le 2 juillet 1961, il se suicide d'un double coup de son fusil préféré. On raconte d'ailleurs que Ernest avait blâmé son père, Clarence, considérant que son suicide était un acte de lâcheté. De nombreux suicides ont été constatés dans la famille de Hemingway. Son père, son frère, sa sœur également, et même sa petite-fille Margot Hemingway. Tout cela pourrait avoir un lien génétique. Sur le plan religieux, Ernest était catholique. Il s'est converti à l'âge de 19 ans. Bien qu'il se considérait comme un contre-exemple, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu qu'on le considère comme un auteur catholique, car il savait l'importance de l'exemple que l'on donne et, disait-il, je n'ai jamais donné le bon exemple. En effet, on peut considérer qu'avec sa vie trépidante, son style et la recherche toujours de risque toute sa vie, Hemingway a eu une attitude suicidaire. Il n'a jamais cherché à se préserver des dangers. Sa vie a été également extrêmement passionnée, mais aussi décousue sur le plan sentimental. Donc il donne cette image sulfureuse d'auteur peu fréquentable dans une Amérique conservatrice, mais ô combien captivante. Autre thème intéressant, les chats, qu'il était un amateur de chats polydactyles, c'est-à-dire des chats qui ont plus de
doigts aux pattes que la norme. Il ne les empêche pas de se déplacer. Ils sont parfois même plus habiles que les autres chats. Dans sa maison de Key West, en Floride, il émergeait une centaine de chats dont la moitié étaient polydactyles. On surnomme souvent les chats Hemingway. Encore une note française intéressante. Saviez-vous qu'Ernest Hemingway est le parrain de l'acteur français Claude Brasseur? Voilà, ainsi s'achève cette rétrospective de la vie d'Ernest Hemingway, une vie extrêmement riche, intense, une vie d'action, d'aventure, une vie sur la lame couteau, également une vie aux États-Unis, à Cuba, en Italie, en Espagne, Paris, une vie multiculturelle, vraiment riche sur le plan littéraire et même philosophique lorsque l'on pense aux destinées de l'homme à travers ses romans. Je vous remercie.